Alors, Adrien, ton discours est extrêmement séduisant, je le reconnais, mais je vais vous démontrer que seule ma position est tenable à ce jour en France. Et vous allez voir, vous sortirez convaincus. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, à part avec Adrien. Alors, je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. De quoi parle-t-on? La ventilation mécanique, c'est une technique à haut risque. Et ce n'est pas une technique ésotérique. 70% de nos patients de réanimation sont ventilés et 50% le sont plus de 24 heures. Je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la ventilation mécanique et ses complications, mais vous les connaissez tous. Et donc, c'est une technique de suppléance qui est invasive et qui a un énorme impact sur la morbidité et la mortalité des patients. Et donc, un risque si on laisse faire à des personnes non qualifiées. Alors, oui, intérêt pour le patient, très belle étude, ça diminue quand c'est fait par les infirmiers, la durée de la ventilation mécanique, quand c'est géré par les infirmiers, pas plus de réintubation et pas plus de mortalité hospitalière. Attention, cette étude monocentrique. Chaque infirmière n'a que 2 patients. Et dans cette étude, il y a eu de multiples enseignements pratiques et théoriques avant l'implémentation du protocole. Une autre étude encore qui dit que la durée de la ventilation mécanique et ses complications, qu'il y a une diminution de la durée de la ventilation mécanique et de ses complications quand il y a un dépistage précoce des critères de sevrabilité. Dépistage précoce des critères de sevrabilité. Je reviens sur la conférence de consensus. Effectivement, on préconise des tests de ventilation spontanée précoce sur des critères qui, je le rappelle, font partie depuis la nuit des temps de la surveillance infirmière, du type conscience, présence de sédation ou d'amine. Et là, je me pose la question du rôle infirmier. Est-ce que l'infirmier doit devenir un technicien du sevrage ou est-ce que l'infirmier est là pour accompagner son patient et limiter son anxiété dans cette situation ? D'ailleurs, il n'y a pas d'étude multicentrique randomisée de l'intérêt pour le patient de la participation des infirmiers aux modifications du réglage des respirateurs. Et puis, vous n'avez probablement pas aimé, mais si déjà l'ensemble des infirmiers français surveillaient de manière optimale la ventilation, ça serait déjà un top. Je reviens sur l'étude de Louise Rose, étude extraordinaire, 8 pays, 586 services. Je ne remets absolument pas en cause cette étude. Elle parlait de la collaboration entre les infirmiers et les médecins dans la prise de décision. Qu'entend-on par la collaboration? La collaboration, ça peut aller de la véritable prise de décision ensemble. Tu es d'accord, on fait quoi, on fait ci, on fait ça. Mais certaines personnes entendent la collaboration par j'ai décidé que, tu fais et on collabore. Première critique de cette étude. La deuxième, eh bien évidemment, je suis totalement d'accord avec cet expert, Amal Joubran, qui nous dit aussi dans sa critique, ce qu'Adrien ne nous a pas précisé, c'est que cette pratique en collaboration, elle est faite dans des services qui accueillent des patients ventilés en post-opératoire. Or, la situation est particulièrement différente dans nos services de réanimation, où nos patients ont des pathologies complexes et où la ventilation, c'est autre chose que du protocolé en post-op. Alors, oui, ailleurs, contexte international, ailleurs, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Danemark, il y a une très forte implication des nurses dans les réglages de la ventilation. Alors, je ne vais pas détailler les études. Aux États-Unis, la situation est un petit peu différente avec les respiratory thérapistes. La situation est-elle transposable en France? Eh bien, non. 2/3 des services de réanimation ont un ratio patient-infirmier supérieur à 2,5, donc ne sont pas un décret. Or, la majorité des études sont faites dans des services où le ratio patient-nurse est proche de 1. Autre grosse différence, la formation des infirmiers français, elle est de 3 ans. Or, les études présentées, dans ces pays, il y a une formation diplômante spécifique de réanimation ou des masters. Et puis, tous ces pays ne connaissent pas le même problème de turnover que nous.
Alors là, un autre problème, ça, Adrien, il s'est bien gardé de nous en parler. La réglementation. Vous savez qu'on a un décret qu'on appelle traditionnellement décret de compétence qui nous dit ce que nous avons le droit de faire. Et donc, les infirmiers ont le droit de faire les soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé. Premier changement de canule, bon, on passera. Et l'infirmier vérifie le fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage et contrôle les différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils. Vous allez me dire, 2004, c'était il y a 10 ans, c'est obsolète. D'accord. Diplôme référentiel d'activité, toujours de la profession infirmière, publié en 2009, ça reprend exactement les mêmes items. Et donc, le rôle infirmier, c'est de surveiller les patients sous ventilation mécanique, et toute autre activité n'est pas réglementaire, et j'irais même jusqu'à dire que c'est de l'exercice illégal de la médecine. Alors, toujours critique, que j'aurais pu attendre, le législateur est toujours en retard, soit. Les sociétés savantes se sont dit, bon, finalement, ce que font les infirmières dans nos services, ce n'est pas tout à fait ce qui est dans le décret. Et en particulier, la SRLF a édité un référentiel de compétences de l'infirmier de réanimation qui reprend tout le rôle des infirmiers. Le champ de compétences est plus élargi, mais on ne parle pas des réglages par les infirmiers. Et puis, pour aller plus loin, c'est magnifique, hein, c'est un superbe document, mais quels moyens on a donné au service pour le mettre en place? Quelle validation? Qui nous dit quand l'infirmier est arrivé à ce niveau de compétences requis et quelle reconnaissance nationale? Je vous pose la question. Alors, il faut aussi savoir finalement que veulent les réanimateurs en France. La commission du congrès infirmier a fait une enquête cette année sur les pratiques avancées et les formations spécifiques des infirmiers de réanimation. 119 médecins et 35 cadres y ont répondu. Et donc, 94% sont d'accord pour déléguer certains actes selon un cadre légal et après une formation de type master. Parmi ceux qui sont d'accord, 89% d'entre eux sont d'accord pour déléguer le test de sevrage de la ventilation et 78% d'entre eux sont d'accord pour déléguer les modifications des paramètres de la ventilation. Encore une fois, attention, c'était la condition, un cadre légal et une formation complémentaire de type master qui n'existe pas. Et puis, je vais encore peut-être dire quelque chose qui ne va pas plaire, mais à votre avis, pourquoi ils sont d'accord pour déléguer? Moi, je ne suis pas d'accord pour que les infirmières récupèrent des actes pour lesquels ils ne sont pas formés, juste pour répondre à un problème de pénurie médicale. Juste, voilà cette petite diapo. Je vous ai schématisé le cursus d'un réanimateur, 12 ans, à côté, le cursus d'un infirmier diplômé d'État qui exerce en réanimation. Je pense que ça se passe de commentaires. Pour revenir sur la formation des infirmiers, c'est une formation initiale qui est généraliste, en 3 ans, pas d'unité d'enseignement dédiée spécifiquement à la réanimation. La physiopathologie de la ventilation mécanique, j'en parle même pas. Il n'y a aucun stage en réanimation obligatoire. Il n'y a pas de formation complémentaire obligatoire pour exercer en réanimation. Alors ça, on sait que c'est une faille, et donc la circulaire de 2003 qui accompagne le décret REA légitimait la formation d'adaptation à l'emploi et dit c'est indispensable. D'ailleurs, la Société de réanimation de langue française a fait un livret pour accompagner la formation. Sauf qu'en pratique, à ce jour, la formation continue à rester très hétérogène, aussi bien dans le contenu que dans le temps. Alors, encore une fois, voilà, on sait que ce n'est pas tip-top, et notamment un certain nombre de médecins se sont dit on va aider les infirmiers à faire de la formation, et donc les diplômes universitaires pullulent partout. C'est très bien, mais encore une fois, vous connaissez les difficultés financières des établissements, les problèmes de disponibilité des infirmiers, et finalement, le nombre d'infirmiers qui bénéficient de ce type de formation reste extrêmement bas. Il n'y a pas de master de réanimation à ce jour et le mode principal d'apprentissage reste la pratique clinique avec l'acquisition des connaissances de manière informelle, ce qui fait que le niveau de connaissance concernant la ventilation mécanique reste très disparate. Alors, il y a peut-être quelque chose qui éventuellement pourrait être un petit compromis.
ce sont les procédures formalisées dont la Société des nurses américaines fait l'éloge. Donc ce sont des procédures de soins écrites, validées par des médecins, qui permettent une certaine sécurité. Cependant, ça nécessite un réel investissement de l'équipe médicale et de l'encadrement. Ça doit être l'objet d'une politique de service qui est coûteuse en temps passé à l'élaboration des pratiques. L'évaluation est indispensable. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'à ce jour, c'est applicable dans tous les services? Je ne crois pas. Qu'en pensent les infirmières? Alors, on a interrogé dans une étude, des auteurs se sont intéressés à des infirmières en Grande-Bretagne qui géraient la ventilation et le sevrage. Et donc, elles ont retenu un bénéfice pour l'uniformisation des pratiques et la formation des plus jeunes, mais ça n'augmentait pas leur satisfaction vis-à-vis de la prise en charge des patients quand elles géraient le sevrage. Et ce qu'elles mettaient en avant, c'est que ça nécessite de bien connaître les patients et d'avoir un consensus concernant la prise en charge. Bien connaître les patients, ça ne veut pas dire avoir 3, 4, 5 patients en charge. On va se recentrer sur la France, parce que finalement, le débat, si les infirmières n'ont rien à faire et n'ont pas envie de le faire, l'affaire est pliée. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas dans l'enquête que je vous ai présentée tout à l'heure, où 237 infirmières ont répondu. 89% sont d'accord pour réaliser certains actes selon un cadre légal et après formation de type master. Quels actes sont-elles prêtes à faire? 92% sont d'accord pour le test de sevrage de la ventilation et 93% d'accord pour les modifications des paramètres de la ventilation. Encore une fois, on voit le souhait des infirmières de faire évoluer leurs pratiques, mais toujours selon un cadre légal et après des formations complémentaires de type master. Donc, pour conclure, ça, je suis contre, principalement en raison du cadre réglementaire et des carences françaises en matière de formation spécifique à la réanimation. Ça, pourquoi pas, les procédures formalisées, bien encadrées, éventuellement, c'est la seule concession que je ferai. Je vous remercie pour votre attention.